Bonjour à toutes et à tous. On va commencer ce webinaire. Merci à tous de vous connecter pour cette occasion. Donc ce matin, on va webinaire French Tech sur l'IA. Ils transforment leur secteur grâce à l'IA. On va voir MWM et GoJob. Donc Jean-Baptiste Hironde, CEO et fondateur de GoJob, et Thibaut Vatrigan, directeur produit de MWM, pardon, et Thibaut Vatrigan, directeur produit de GoJob. Ce que je vous propose, le temps que les gens se connectent, déjà j'ai remis les petits visages, mais on refera une présentation des intervenants après, juste histoire de ne pas trop perdre de temps et laisser le plus de temps possible à nos intervenants aujourd'hui. Commencer par présenter la mission French Tech très rapidement en 5 minutes pour remettre les bases un peu pour tout le monde. Donc la mission French Tech, qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, c'est la French Tech. Vous avez sûrement très bien entendu ce terme. La French Tech, ça représente 18 000 startups en France. 46% du chiffre d'affaires des startups réalisés à l'international. Ça représente aussi 450 000 emplois directs en 2025, avec 1,1 million d'emplois indirects et 7,4 milliards d'euros levés en 2025. Donc vraiment tout l'écosystème French Tech des startups. Et la mission French Tech, c'est cette équipe au ministère de l'économie, donc une trentaine de personnes. On est une administration, on fait partie de la direction générale des entreprises et on accompagne tout cet écosystème d'innovation avec 3 grandes missions: créer des champions de la tech, faciliter les exits et rendre la tech ouverte à tous. Et on fait ça, je passe très vite, mais on fait ça avec 3 grands leviers qui sont promouvoir l'écosystème French Tech grâce à la marque d'État, donc la French Tech, le Coq Rouge, que vous connaissez bien. On anime un réseau de capital et communautés en France et à l'international qui sont un genre de maillage en France et partout dans le monde pour accompagner l'entrepreneuriat français. Et on accompagne les startups. On a notamment 2 programmes d'accompagnement qui accompagnent du coup au total 200 startups et une initiative aussi, Je choisis la French Tech, qui a pour objectif d'aider les startups françaises à accéder à la commande publique et privée. Ce réseau French Tech, donc comme je le disais, 19 capitales en France, qui sont des associations qui ont un label pour 3 ans et qui animent les écosystèmes dans leur territoire, accompagnent les écosystèmes locaux et aident du coup toutes les startups françaises à émerger et à se développer. On a aussi des communautés French Tech en France et, comme je le disais, partout à l'international, en tout cas dans 57 pays pour le moment. Donc le réseau vient d'être labellisé là début mai pour encore 3 ans. Donc on a des nouvelles communautés, des nouvelles présences partout dans le monde. Et donc elles aident ces communautés à faire rayonner la France et la French Tech à l'international. Et donc, comme je le disais, des programmes de soutien aux startups, donc le Next 40-120 dont font partie MWM et GoJob, qui regroupent donc 120 scale-up françaises les plus performantes en passe de devenir des leaders technologiques de rang mondial. Et on complète ces 120 entreprises avec un programme qui s'appelle le French Tech 2030, donc 80 startups qui, elles, développent aussi des technologies stratégiques pour la France, un peu moins matures que les scale-up du French Tech 120, mais tout aussi stratégiques. Et comme je le disais aussi, le programme Je choisis la French Tech pour la commande publique et privée. Et donc, ces magnifiques tables qui présentent les promotions. Donc, promotion 2025 du French Tech Next 40-120, comme je le disais, dont font partie GoJob et MWM. Pour information, une nouvelle promotion va bientôt être annoncée pour continuer à accompagner tous les ans les champions de la tech et le French Tech Next 40-120, donc comme je dis, French Tech 2030, pardon, comme je le disais, sur les enjeux stratégiques, donc IA, cyber, robotique, spatiale, quantique, électronique, infrastructure. Voilà, donc comme promis, 5 minutes très très court. On peut maintenant passer à la présentation des intervenants. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous MWM, donc première plateforme capable de transformer de simples prompts en applications mobiles natives, et GoJob qui redonne du temps aux recruteurs pour reprendre la main sur le relationnel avec les candidats grâce à son IA de recrutement, parmi les premières à être certifiée ISO 42001. Peut-être Thibaut, Jean-Baptiste, je vous laisse vous présenter avant qu'on commence les vraies présentations que vous avez prévues pour notre auditoire. Si vous voulez, je peux commencer puisque je suis en premier à gauche sur le deck. Jean-Baptiste Hironde, fondateur d'MWM. Je vais le faire rapide parce que je pense que je vous présenterai la boîte juste après. Donc j'ai monté la boîte en 2012. Donc ça fait une vieille start-up de la French Tech qui n'était pas historiquement dans l'IA et qui est devenue par la force des choses. Mais voilà, j'y reviendrai plus tard si vous souhaitez. Et bonjour à tous, Thibaut Vatrigan. De la même manière, je présenterai GoJob après, mais pour dire un petit mot sur moi, donc, je suis directeur produit chez GoJob
Je suis IA enthousiaste dans ma vie du quotidien et dans mon produit, tout en étant conscient des limites qu'il faut positionner dans le produit. Donc, on aura l'occasion d'évoquer ces sujets plus tard. Et peut-être je me présente aussi rapidement parce que je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Clara, du coup, chef de projet IA à la mission French Tech, et je suis aussi responsable du programme French Tech 2030 que je viens de présenter, donc sur tous les sujets Deep Tech. Pour cadrer un peu l'organisation de ce webinaire. Donc MWM, Jean-Baptiste va commencer la présentation de MWM. On aura un petit temps pour les questions vraiment spécifiques à MWM. Thibaut prendra la main ensuite sur GoJob. Et de la même façon, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat pour qu'on puisse les traiter. Et à la fin, on se gardera un temps pour les questions un peu plus généralistes que nos deux intervenants pourront aborder. Voilà. Et bah, du coup, sans plus attendre, Jean-Baptiste, je te laisse la main. Super. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, MWM, on est donc une start-up technologique qui est en fait un développeur et un distributeur d'applications mobiles. On est aujourd'hui le plus gros éditeur, publisher d'applications français au niveau mondial en termes de téléchargement. Donc, on a cumulé sur du coup, les 14 dernières années plus d'1 milliard de téléchargements sur nos applications. On commercialise 70 applications au niveau mondial. Au niveau de notre audience, on est à 98% international. Donc, c'est vraiment un business complètement éclaté depuis Day One au niveau international. Et récemment, on a lancé un produit, on va dire vraiment IA-centrique, MWMAI, il y a exactement 2 mois. Donc, c'est vraiment, on tombe à point. J'y reviendrai plus tard, mais qui effectivement est un gros virage pour MWM. Ce qui est intéressant dans notre parcours, c'est qu'on a commencé du coup avant la French Tech, donc en 2012, et on est parti du web pour arriver après sur le mobile. Et maintenant, on change pour la 3e fois, pas de métier, mais parce qu'on est un concepteur produit, mais pour la 3e fois de domaine, et on rentre dans l'IA. Globalement, on est situé à Boulogne-Billancourt. On est French Tech 120, donc pour la 3e fois. Et voilà à peu près pour le snapshot sur MWM. Alors, pour démystifier un peu ce qu'on fait, vous savez, les applications, c'est Apple Store et Android Store. Donc, nous, on développe historiquement des applications dans toutes les catégories du store. Or, on va dire peut-être les applications de finance, globalement, mais tout le reste, on fait. Nos best-sellers, ça va être des applications plutôt très grand public, comme Beatmaker, qui est une app pour faire de création musicale, du beatmaking, 200 millions de téléchargements. Et on a également des apps de créativité, comme Colourpop, une app de coloriage, des utilitaires comme SwipeWipe ou NoteShelf, application donc de productivité, donc génération de notes un peu à la Evernote, mais avec un pencil. Et on a toute une catégorie d'applications musicales assez connues comme eDJing, qui est la première application que j'ai lancée quand j'étais étudiant, donc en 2012, qui est en fait l'app de DJ la plus téléchargée au monde sur mobile. Et enfin, on a après d'autres catégories, comme les applications plutôt social, avec Feed Preview ou Sincerely, qui est un réseau social, on va dire plutôt health, centré sur, on va dire, le bien-être, qu'on a racheté notamment il y a exactement 6 mois, une boîte de San Francisco. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner un tout petit avant-goût des applications et des domaines d'activité dans lesquels on opère. Donc, on est vraiment aujourd'hui développeur, distributeur d'applications mobiles iOS, Android, donc développeur de logiciels, tout simplement, sur la technologie mobile. Alors, l'IA chez MWM, c'est le cœur du sujet. Ça veut dire quoi chez nous? Ça veut dire pour nous 3 choses. Premièrement, premier layer, c'est au niveau de la team. Aujourd'hui, 100% des équipes utilisent l'IA au quotidien. 100% des équipes utilisent l'IA au quotidien, que ça soit sur des usages assez basiques, type utiliser ChatGPT et un LLM, ou des usages beaucoup plus avancés, faire du code avec des IA ou des LLM, sachant que pour des personnes qui n'ont jamais touché au code, par exemple. Donc ça, c'est le premier layer. C'est effectivement, je reviendrai par la suite, mais l'IA, 100%, il n'y a plus une seule personne aujourd'hui qui n'est pas confrontée à de l'IA, soit par des outils qu'on développe en interne, soit par juste ChatGPT pour certaines personnes qui ont besoin de ça pour faire des tâches simples. Voilà, ça, c'est pour moi la base. Deuxième layer, c'est l'IA qui est dans nos applications. Ça veut dire que historiquement, comme vous pouvez imaginer, il y a 5 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc, nous, on était sur des applications
on va dire, classiques avec des algorithmes, plutôt traitement du signal, bon, pour la musique, traitement du son, où en fait, ça va être on va dire des algorithmes analogiques qui vont en fait exécuter les choses. C'est pas de la Gen AI. Donc sur de la musique, on va appliquer par exemple sur l'application qu'on voit sur l'écran, c'est Stem, c'est un séparateur de source audio. Avant, ça, on pouvait pas le faire. Et donc, en gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait juste des algorithmes de traitement du signal qui permettaient de faire des effets sur la musique. Donc, tout a changé depuis la sortie de l'IA. Et ce qu'on a fait sur tout ce parc d'applications qu'on a développé depuis, historiquement, pendant plus de 10 ans, en fait, on a inséré des features AI dans ces applications-là pour les remettre un peu au niveau du marché, proposer des nouvelles fonctionnalités pour aller, on va dire, plus loin. Donc, ColorPop, typiquement, c'est l'application, on voit cette jeune femme qu'on peut colorier. C'était une application où, justement, avant, on dessinait, nous, les dessins, on les vectorisait, on les donnait accessibles dans l'application. Aujourd'hui, tout le catalogue est généré par des LLM qui vont effectivement générer des dessins. Derrière, on va les vectoriser, on va les rendre accessibles à la communauté. Donc l'IA, il y a des usages très larges, mais l'exemple de gauche, l'application, vous voyez avec les petites barres rouges, c'est Stems. Donc ça, c'est pour faire de la séparation audio. L'accord feature, c'est je vais enlever la voix du chanteur et je vais pouvoir moi chanter en real time. L'exemple numéro 2, ça va être je vais pouvoir générer exactement ce que j'ai envie de dessiner en une simple prompt et je vais pouvoir le colorier. L'exemple numéro 3, c'est je suis en réunion comme aujourd'hui, je vais record l'audio, ça va me transcrire l'audio en texte, me faire un résumé IA. Donc, vous voyez, c'est des usages, on va dire, évidents aujourd'hui. Bon, il y a 5 ans, ça n'était pas du tout évident. Et nous, on a pris toutes ces applications qu'on avait déjà, en fait, puisqu'il n'y a rien de nouveau, c'est les mêmes usages, mais on a mis des fonctionnalités AI au cœur de ces applications-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 80% des fonctionnalités, c'est du classique. Et les 20% qu'on a rajouté qui, on va dire, produisent potentiellement 90% de la valeur, c'est des fonctions IA. Dernier pilier, on va dire, de l'AI chez MWM, c'est la partie, on va dire, plateformisation, on va dire, de l'AI. Aujourd'hui, nous, notre métier, c'était développement d'applications et distribution. Et en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé MWMAI, qui est une plateforme de développement et de distribution pour tous. Et donc, on va dire, on a créé un système donc agentique où on a un agent orchestrateur qui va gérer une équipe donc de développement, de production d'applications et une équipe par la suite de distribution pour qu'on puisse faire ce qu'on fait depuis exactement 14 ans. Donc ça, c'est la dernière évolution, on va dire la troisième phase de la vie d'MWM. Alors, juste un petit focus sur MWMAI. Donc, c'est tout simplement une plateforme qui permet de transformer n'importe quelle idée en application et donc en business, puisque l'objectif, ce n'est pas juste de faire du code, mais c'est de proposer une application, de proposer un agent qui va vous faire votre marketing, un agent qui va vous faire votre acquisition, votre monétisation, qui va distribuer votre application sur les différents réseaux sociaux, qui va créer les publicités, etc. Donc, on a vraiment la full stack, la full stack solution pour faire du business dans le mobile. Et donc, ça peut concerner n'importe qui. Ça peut concerner un restaurateur qui veut une app pour son restaurant, un influenceur qui a une communauté on va dire, d'addicts sportifs qui est dans le fitness. Et donc, à ce moment-là, il va animer sa communauté avec une application, proposer des services, etc. Et donc, on va dire, en lien beaucoup plus étroit avec sa communauté. Donc, on va faire une application. Donc là, on parle de dizaines de millions de personnes. Mais ça peut également être tous les small business, le solo entrepreneur qui veut faire son app pour vendre son service, etc. Comment ça marche? Vous avez comme ChatGPT, vous connaissez maintenant un petit champ texte. Vous allez choisir si c'est du iOS ou du Android. Vous pouvez choisir votre modèle. Vous savez qu'entre Claude, Gemini et OpenAI, ça change, on va dire, tous les 2 mois. Donc, on s'adapte et nous, on intègre ce qu'on appelle les LLM, donc Large Language Model. Donc, c'est, on va dire, ce qui va générer, c'est toute l'intelligence qui va générer, on va dire, les contenus. Et après, vous envoyez ça. Et là, vous allez avoir ce qu'on appelle un agent orchestrateur qui va en fait, pour vous, dans le chat GPT, c'est le petit chat qui vous parle, qui va en fait contacter le product manager, qui va générer donc un plan, qui va après donner ça à un product designer. Donc, quand je dis un product designer, donc c'est un agent product designer qui va designer l'application. Et après, le product manager va prendre ces designs et va les donner à un développeur qui va les développer. Et après, vous allez pouvoir avoir au bout de exactement entre 5 et 10 minutes une application iOS prête à être installée sur votre téléphone que vous pouvez tester. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur un bouton, vous l'envoyez sur le store et vous pouvez la commercialiser avec bien évidemment un abonnement à l'intérieur si vous voulez. Vous lui demandez, il le met. Et là, dès le lendemain après la review Apple, vous pouvez commencer à faire du business. Donc ça, c'est un gros tournant pour nous parce que ce qu'on fait depuis 14 ans, maintenant, on le donne à la disposition de tout le monde. Et
Pourquoi on a fait ça? Parce que ça peut paraître assez étonnant de se dire qu'en fait, on a créé une plateforme pour se remplacer. Parce qu'en fait, on a juste remplacé notre métier. Donc, je vous ai fait une petite citation pour aujourd'hui. Nous avons fait le choix de créer l'IA qui va nous remplacer plutôt que d'attendre de nous faire remplacer par l'IA de nos concurrents. Donc, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que de toute manière, ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a fait en premier pour en fait prendre le marché. C'est toujours dans la même histoire. Aujourd'hui, il y a deux moyens de voir le business. Nous, on voit le business comme une guerre de rapidité d'exécution et non pas d'aller déposer des brevets pour aller se protéger, d'aller protéger. C'est beaucoup trop long et aujourd'hui, le monde va beaucoup trop vite pour pouvoir continuer à raisonner comme ça. Et nous, on s'est dit, eh ben, plutôt que, on va dire, d'essayer de continuer à faire ce qu'on fait et d'essayer effectivement d'être le plus loin possible d'une solution qui, en fait, proposerait la valeur de notre studio, qui est quand même aujourd'hui un des plus gros au monde, pour 49 € par mois. Il faut quand même se dire que c'est quand même un peu spécial comme approche, mais on s'est dit, si on ne le fait pas, quelqu'un le fera à notre place. Donc, on est les mieux placés pour le faire. Aujourd'hui, on a 14 ans d'expérience, on a toute la data, on a entraîné nos modèles pour générer une équipe d'agents qui est capable de faire ce qu'on fait, nous, à notre niveau de qualité, et de le proposer à l'intégralité des utilisateurs au niveau mondial. C'est le pari qu'on fait. Et vous savez, dans ce business-là, c'est souvent le premier qui arrive sur le marché qui prend 80% du marché. Et c'est assez dur de le déloger. Donc, c'est le pari qu'on a fait et c'est la raison pour laquelle on s'est dit, nous, le saut de l'IA, au-delà de mettre ça au niveau des salariés, mettre ça dans nos produits, en fait, on est en train de transformer MWM en une plateforme IA complètement. Et ça va devenir, on va dire, probablement notre première ligne de revenus dans les mois qui viennent. Donc, sur le business traditionnel, comme je vous disais au début, on fait donc du développement d'applications, donc c'est le studio. On fait de la distribution et là, on signe des partenariats avec des gens qui ont déjà des applications et on les aide à faire la partie donc grosse and marketing, donc la distribution, comme ferait, on va dire, Carrefour pour distribuer, on va dire, des produits en magasin. Et après, on a une activité M&A qui sont en fait donc de l'acquisition de studios. Donc, les meilleurs partenaires ou des prospects qu'on va pouvoir voir sur l'App Store, on va les acheter directement pour faire un peu de croissance externe. L'idée, c'est que l'IA là-dedans, la plateforme MWM, va être un formidable accélérateur de ces trois layers, puisque à la fois WMIA me permet moi-même d'accélérer mon développement studio, puisqu'en fait, c'est MWM maintenant IA qui développe mes applications. Sur la partie distribution, mes partenaires l'utilisent, mais en fait, les gens qui utilisent MWMIA, qui distribuent leurs applications, ils vont le faire via MWM Publishing. Donc, ça me fait des centaines de nouveaux prospects tous les jours qui viennent sur ma plateforme. Pour information, on a lancé donc le MWMIA il y a 2 mois. On a déjà 200 000 utilisateurs qui sont créés un compte. Et donc, c'est des milliers chaque jour. Et sur la partie M&A, forcément, vu que maintenant tout le monde crée ses applications sur MWMIA, moi, ça me permet aussi de voir ce qui se passe et je deviens un peu le centre on va dire, du mobile, on va dire sur la création et la distribution. Et donc, à ce moment-là, ça me permet aussi d'identifier mieux mes targets, potentiellement à aller acheter beaucoup plus tôt que ce que je ferais en analysant le marché, en attendant que le gars, il passe de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires et que ça me coûte du coup 5 fois le prix. Par rapport après sur la partie non business, mais sur la partie team, comment ça fonctionne? Je vous le disais au début, l'IA, c'est 100% de nos équipes. Aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est au niveau de tous les layers, du CEO jusqu'aux équipes, il faut que tout le monde utilise l'IA. Donc là, je vous ai mis un exemple de qui utilise quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai 7 fenêtres curseur ouvertes sur mon ordinateur quand je vous parle. Donc, Cursor, c'est un IDE pour coder. J'ai Claude Code à côté, donc qui est pareil, qui n'est pas un IDE, mais qui est, on va dire, vous savez, le Claude, qui vous permet de faire du code et de pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. J'utilise donc une stack LLM, donc là, Claude, OpenAI et Gemini. Et bien évidemment, aujourd'hui, je fais mes propres apps sur MWMI dans le but de commencer à travailler sur des MVP qu'après, je vais donner aux équipes produits. Les C-Level, c'est la même chose, à la différence de… Donc, en gros, ils développent leurs outils avec Cursor ou Claude Code. Ils vont utiliser les LLM pour faire l'intégralité de ce qu'ils ont en termes de traitement de données. Par exemple, un manager, il va potentiellement faire des people reviews. Il va demander à Claude d'analyser, on va dire, des évaluations qu'il aurait reçues par email ou via Lucas. Et donc, Claude va lui préparer l'intégralité de ses entretiens, il va tout lire, etc. Donc, ça, c'est l'utilisation classique. Ils utilisent OpenClaw pour faire des automatisations un peu plus, on va dire, avancées, où ils vont se dire, tiens, moi, je veux faire de la veille sur tel sujet tous les jours en regardant tout ce qui se passe sur tel domaine ou autre, ou par exemple faire de la prospection
commerciale ou de la prospection donc en termes de recherche de ressources d'employés. Donc là, il va aller sur LinkedIn, il va aller commencer à contacter les gens, etc. Et ça, ils font leurs propres outils. Voilà. Et donc après, les managers, on va dire, et plus on descend, on va dire, moins, entre guillemets, on va avoir ce type d'outils, puisque en fait, les gens vont utiliser les LLM ou les outils internes MWM. Ce que je veux dire par là, c'est que quasiment aujourd'hui chez MWM, tout le monde code, quasiment tout le monde, ou va utiliser des outils à connotation de code. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, nous, on pousse tous les salariés à proposer des solutions et des fonctionnalités pour MWM, soit sur les apps, soit sur les outils internes d'MWM. Voilà, donc je vous montrais ça, c'était vraiment pour expliquer qu'aujourd'hui, à la fois, c'est tout le monde, sauf qu'il y a quand même une importance que la tête de la société, donc le management, et notamment les fondateurs, soit à l'initiative de ça. Moi, je peux vous dire clairement, à partir du moment où je me suis mis sur Cursor, donc c'était exactement en juin 2025, quand les devs, ils ont vu arriver des commits dans les projets MWM, là, ils ont commencé à comprendre qu'il s'était passé quelque chose. Avant, tout le monde pensait effectivement que il l'utilisait déjà, mais c'était pas devenu central en fait. Et donc de cette impulsion, après tout le monde a commencé à s'y mettre, tout le monde a développé ses outils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est passé deux choses. Il y a les gens qui utilisent l'IA et les gens qui n'utilisent pas l'IA. Et malheureusement, quand vous n'utilisez pas l'IA, vous produisez 10 fois moins. Aujourd'hui, on fait à peu près 5 fois plus de commits qu'il y a un an, avec 2 fois moins de gens. Donc au niveau des équipes techniques, on a divisé par 2. Pas forcément pour des raisons de l'IA remplace les gens, mais pour des raisons on va dire, de seniorité ou de performance. Et aujourd'hui, avec 2 fois moins de gens, on commit 5 fois plus. Donc il y a un rapport 10 en un an en termes de production de code. Ça veut dire, en d'autres termes, en termes d'amélioration de produit, en termes d'opportunités pour améliorer nos applications. En conclusion, je vais laisser un peu de temps pour les questions. Pour moi, donc c'est très important que la culture produit aujourd'hui, forcément, ce soit la priorité de chacun, pour que les équipes, quasiment à 100%, comprennent que l'IA peut vraiment les aider à décupler leur capacité à aller produire du résultat, à aller produire des tâches, à aller produire de la valeur. Par contre, pour moi, c'est une initiative qui doit venir du leadership, parce que l'IA, c'est une jungle. Aujourd'hui, on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a énormément de contraintes en termes de sécurité, en termes de sécurité des données, en termes de coûts en fonction de comment on fait les choses. Et donc, il y a on va dire une initiative, une étude en amont des leaders et du CTO et des équipes techniques pour dire, OK, quel outil on prend, comment on le structure, à quoi on donne accès en interne. C'est pour ça que ça doit venir d'en haut, parce que ce n'est pas effectivement le junior qui sort de l'école, qui vient, qui n'a jamais codé une ligne, mais par contre qui est super fort sur Cloud Code, sur ChatGPT, etc., qui va arriver et se connecter à l'intégralité des systèmes d'information de la société, générer tout ce qu'il veut, sans aucun contrôle, et potentiellement en faisant des failles de sécurité ou des risques très importants de fuite d'IP de la société. Donc c'est pour ça qu'à la fois, il faut que tout le monde le fasse et il faut que ça vienne de tout le monde. Par contre, pour moi, il faut que les décisionnaires, comme au niveau stratégique business, fassent, on va dire, le job sur la stratégie de déploiement de l'IA en interne, quels sont les outils, comment l'architecture, c'est quoi les protocoles de sécurité, etc. Voilà, donc ça, c'était ma conclusion. Pour moi, en tout cas, c'est mon opinion, c'est comme ça qu'on l'a fait chez MWM. Ça vient de tout en haut, c'est obligatoire, parce que sinon, on ne peut pas, on va dire, montrer le chemin aux équipes. Et après, derrière, il faut vraiment que les bons stakeholders prennent le sujet et, on va dire, le déploient dans la société. Voilà pour la présentation de MWM. Donc, si vous avez des questions, avec grand plaisir, je vais laisser après la parole à Thibaut. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Il y a plein de questions. Je les prends dans l'ordre du coup. Cyril qui demande du coup si les utilisateurs vont appeler vos serveurs pour effectuer une inférence et si de fait ça a un coût ops de l'application qui est important. Alors, excuse-moi, je n'ai pas entendu. C'est tout en bas parce que, c'est bon, ouais, c'est la première, celle de Cyril sur le fait que les utilisateurs, est-ce qu'ils ont à appeler directement vos serveurs via une inférence ou... Alors oui, en fait, quand on met l'IA dans nos applications, ça veut dire que en fait, l'IA, soit l'application fait un call à effectivement une inférence, donc ça veut dire on va dire à un LLM ou à une API AI, et donc effectivement, elle va faire le call en direct, et donc on va effectivement avoir un coup d'API.
soit à ce moment-là, on va passer par nos serveurs qui, eux, vont exécuter, on va dire, le call et vont, ou une AI qu'on a chez nous, donc sur Stems, c'est nos serveurs qui, en fait, qui traitons et qui qui traitons les inférences, c'est-à-dire c'est nos serveurs qui calculent. Donc, en fait, il y a les AI, les API AI propriétaires. Donc, on est propriétaire de certaines. Et après, vous avez les API AI qui sont, on va dire, payantes et qui sont tierces, comme Eleven Labs pour le cloning de la voix. Vous avez la génération d'images qui va être Nano Banana Gemini. Et donc, effectivement, elles sont exécutées sur des serveurs distants. Donc, nous, on a les deux, puisque historiquement, en fait, on est assez fort sur tout ce qui va être traitement musical. Donc, on a un algorithme de séparation de sources propriétaires sur Stems. Donc, les inférences sont chez nous. Donc, c'est nos coûts serveur plus coût hors coût API. Et quand on est chez ChatGPT, par exemple, ou Nano Banana Gemini, Vertex, on va avoir un coût d'inférence côté Google. Par contre, on n'aura pas le coût de serveur, on va dire, de calcul chez nous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, Cyril, mais on fait les deux. Merci. On a une question de Yanis aussi qui s'interroge sur l'intervention humaine, à quel niveau elle a lieu dans tous ces process de génération d'applications. Alors, c'est donc sur la partie application spécifiquement. En fait, c'est hyper intéressant. Donc, sur la partie, on va dire, développement, quand on développe une application, l'IA, elle code 99% du code, voire 100%. Aujourd'hui, l'humain valide le développeur au moins 80% du code. Donc, c'est comme si vous faisiez du code review avec l'IA. Et en fait, l'humain reste l'honneur de la qualité de ce qui va être mis en ligne. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est l'IA qui code que c'est pas lui qui est responsable que dans l'application il y a des bugs. Donc globalement, aujourd'hui, pour moi, l'IA est totalement incapable de coder une application fonctionnelle de A à Z sans intervention humaine, pour le moment. Donc l'humain, aujourd'hui, c'est juste qu'il passe beaucoup moins de temps à coder, beaucoup plus de temps à réfléchir, à tester, à architecturer, à challenger qu'avant, en fait, parce qu'il a beaucoup plus de temps, ou à communiquer avec les équipes grosses, marketing, brainstorming, etc. Donc en fait, c'est-à-dire que le travail s'est un peu déplacé par rapport à avant. Et donc, effectivement, aujourd'hui, l'humain est l'élément indispensable dans la chaîne de valeur pour arriver à avoir une application live de qualité en ligne, sans bug, etc. Voilà. Et donc, avec WMAI, les utilisateurs, eux, ils vont développer une application. Donc, l'IA va le faire, sauf que l'humain, il va la prendre, il va la tester, il va dire « Ok, je l'ai testé, ça ne va pas là. Il y a un bug, il y a un crash. Est-ce que tu peux corriger ça ?» Et donc, aujourd'hui, MWMAI, c'est vraiment un assistant comme une équipe. On va dire, vous êtes CEO de votre boîte, vous avez une équipe produit. En fait, l'équipe produit, c'est MWMAI, sauf qu'elle a besoin des instructions, elle a besoin d'avoir un feedback et des retours, et elle ne peut pas seule faire une application de A à Z. Elle a besoin, on va dire, que vous lui dites si ça vous plaît, parce qu'elle a forcément une interprétation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, MWMIA, il faut voir ça comme un copilote. Et l'IA, dans les entreprises aujourd'hui, doit être utilisée comme un copilote, mais pas comme une solution qui remplace 100% l'humain. C'est totalement aujourd'hui impossible pour des fonctions complexes. Par contre, oui, sur la génération d'images, je peux vous garantir, enfin, mes product designers ne génèrent plus aucune image. Donc ça, il y a des tâches qui disparaissent complètement. Par contre, si on prend d'un point de vue projet, l'humain a toute sa place. Aujourd'hui, c'est complètement impossible de le remplacer, pour le moment. Merci. Et du coup, tu parlais aussi naturellement de MWMIA qui est sorti donc, il y a 2 mois. Tu disais 200 000 utilisateurs déjà, si je ne me trompe pas dans le chiffre que tu as donné tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous avez déjà du recul là-dessus et je ne sais pas, est-ce que tu as des exemples d'applications un peu wow qui sont sorties dans ces 2 mois grâce à MWMIA? En fait, alors 200 000 personnes qui sont inscrites, on a fait une première phase, on va dire, qui était assez open free, donc on a eu beaucoup de gens qui sont rentrés sur la plateforme. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la diversité des idées des gens est juste démentielle. Ils font tout et n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme, ça veut dire que comme on parle à n'importe qui, tout le monde aujourd'hui, maintenant, est capable de créer une application. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Hier, j'ai une de mes responsables comptables qui est arrivée, elle m'a dit, alors, soit WMAI, parce qu'elle l'utilise aussi en tant qu'utilisateur, elle m'a dit, voilà, j'en ai ras-le-bol que les équipes ne soient pas capables de gérer leur contrat auto, donc sur les flottes auto, les assurances. Vous savez, les rendez-vous pour les assurances, etc. Donc, elle a fait une app, elle est en train de le faire, qui permet de synchroniser le contrat AXA avec le truc pour gérer les rendez-vous, le relevé kilométrique, toute seule.
et c'est une des responsables comptables. Voilà, donc il y a des choses très professionnelles où on a des gens qui ont fait des applications pour déclarer ses impôts. Donc c'est d'actualité. Et en fait, vous suivez l'actualité. Ça va être du pari sportif. Donc, ils vont tous se mettre à faire des paris de la vente de location de voitures, réservation de... Et en fonction des événements, en fait, les gens vont avoir des idées et vont générer des applications par rapport à ça. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, mais on n'a pas beaucoup de routes, ça fait que 2 mois, c'est qu'effectivement, il y a des centaines de personnes qui sont arrivées jusqu'au store et qui commencent à commercialiser leurs applications. On n'a pas de success story pour le moment où il y a un gars qui a gagné $1 million le premier mois. Ça va arriver avec le volume. Et au niveau de l'audience, on est totalement international, sachant que ce qui est assez intéressant, c'est que notamment les pays émergents, tout ce qui va être pays de l'Est, Asie ou Afrique, on a énormément en fait, d'audience sur des pays émergents justement qui n'ont peut-être pas accès au même type de technologie ou en tout cas qui sont moins poussés, qui développent beaucoup d'applications. Voilà, donc pas de success story pour le moment, mais au niveau de l'engouement de l'usage, très important et ça monte en puissance. Voilà, donc on espère rapidement avoir des belles histoires à raconter dans quelques mois. Trop bien, merci. J'essaie de regarder aussi quelles questions on peut garder un peu pour la fin qui sont assez généralistes. Après le coût du forfait de votre service sur MWM IA, prenez-vous une commission sur les téléchargements de l'app mobile depuis l'App Store? Pas du tout. Donc, en fait, sur MWMI, ça génère l'application. Vous payez, en fait, ce qu'on appelle des tokens. Donc, en fait, c'est des coûts API. Donc, des coûts comme votre abonnement, on va dire, OpenAI, ça, vous payez, en fait, un abonnement pour ce qu'on appelle les tokens que vous consommez. Nous, c'est exactement pareil. Parce que nous, derrière, c'est un LLM, donc soit Gemini, soit Claude, soit OpenAI, qui va, en fait, faire la partie donc, codage. Et donc, ça nous coûte de l'argent. Donc, nous, derrière, on est obligé de le facturer au client avec une marge. Et par contre, une fois que l'application est développée, le client va l'envoyer sur l'App Store. Et là, ce n'est plus notre affaire. Par contre, si l'utilisateur lance son app et qu'elle commence un peu à fonctionner, il gagne de l'argent, il peut demander à bosser avec les équipes MWM Publishing et de dire, OK, mon app, elle gagne 1 000 € par mois. Maintenant, je veux gagner 1 million d'euros par mois. Donc, on a des use cases, des success stories d'applications avec qui on travaille qui gagnent plus d'1 million d'euros par mois, qu'on distribue, qui étaient à zéro. Et c'est juste que là, on prend l'application, on va la distribuer. Ça veut dire qu'on va payer le marketing, faire toute l'opération. Donc, vous savez, on ouvre toutes les régies pubs, on a le studio de pub qui génère les pubs, on fait la user acquisition, la monétisation. Et là, on pousse très fort comme un distributeur. Et là, on passe de 0 à X dizaines de millions par an, selon le produit, si le produit est bon, selon l'équipe et selon la popularité du produit. Donc, on a notamment comme SwipeWipe, qui est une application qu'on a rachetée du coup il y a 2 ans ou 1 an et demi, qui est une application qui faisait quelques milliers de dollars par an de chiffre d'affaires. Et bon, aujourd'hui, elle fait des dizaines de millions. Donc, ça, c'est la partie distribution. Quand après, vous êtes prêt, vous venez chez nous et là, on va prendre une commission forcément de distributeur. Donc, sur la partie standalone, vous le faites 0. Par contre, si après, on vous distribue et on vous mène à plusieurs dizaines de millions, ce qu'on en souhaite tous, là, on va prendre une commission de distributeur comme ferait un distributeur classique. Super, merci beaucoup Jean-Baptiste. J'ai noté de côté les questions un peu plus généralistes qu'on peut garder pour la fin. Et je propose de passer maintenant à GoJob avec Thibaut. Merci à tous. Merci beaucoup. Juste pour rebondir moi sur ta présentation, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Moi, il y a 2 choses qui m'ont marqué et qui font beaucoup écho dans ce que tu as dit, dont je n'ai pas forcément prévu de parler. La première, c'est qu'en effet, et c'est très récent, l'IA pour tous les collaborateurs rend la possibilité depuis quelques mois de créer n'importe quelle app, de s'augmenter. Là où ChatGPT, il y a 3 ans, permettait d'avoir plus d'informations, de gagner en maturité sur les process, là, on peut carrément, et c'est tout collaborateur, transformer son métier. Et ça, nous, c'est au cœur de nos priorités actuelles. On a ce qu'on appelle une task force qui concerne toute l'entreprise et sur laquelle on veut vraiment transformer tout le monde dans les usages de l'IA. Donc ça fait beaucoup écho chez moi. Et la deuxième chose que tu as dit aussi qui fait beaucoup écho, c'est le leadership par l'exemple. Ce type de transformation-là, en tout cas, nous, on le voit chez GoJob, il faut que ça vienne par le haut et il faut que ce soit poussé. En tout cas, la transformation, elle est démultipliée, en effet, si le leadership montre l'exemple. Donc, nous, on a des membres du COMEX qui poussent leurs propres apps, qui transforment leur propre métier. Et je pense que ça influence tout le monde. Donc, ces 2 éléments que tu as dit là qui m'ont beaucoup parlé. On est synchro, top. Magnifique. Allez, je passe à GoJob. Donc, merci beaucoup. Moi, au travers de la présentation de GoJob,
il y a 3 éléments dont je pense qui sont intéressants à partager. Le premier, c'est je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on est arrivé à réussir dans l'IA. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on a choisi les bons cas d'usage, les bons produits, et qu'est-ce qui a fait qu'on en est là où on en est aujourd'hui. Le deuxième, je pense, quelque chose qui nous caractérise, et vous le voyez là à l'écran, là, il y a deux images à droite, il y a GoJob Intérim et GoJob Talent. Quelque chose qui nous distingue beaucoup, c'est qu'on est recruteur, et donc avant de proposer notre technologie à d'autres, on a d'abord transformé notre propre métier. Ça, je vais essayer de vous montrer aussi comment c'est important, comment ça crée une barrière à l'entrée et comment ça nous a permis de réussir. Et le troisième point, je pense, alors nous, on évolue dans l'univers du recrutement, donc c'est assez touchy, hein. C'est des gens qui cherchent du travail, qui mettent en jeu leur dignité. Et donc, on avait plusieurs choix d'IA et on a fait le choix d'une IA éthique responsable. Ça nous a beaucoup coûté en investissement, hein, mais je pense que c'est essentiel de se poser les bonnes questions quand on met une IA sur le marché, et c'est aussi un des thèmes que j'aborderai. Donc, c'est parti. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en live et puis j'y répondrai soit en live, soit à la fin. Sur GoJob. Donc, GoJob, nous qui on est? On opère dans l'univers du recrutement. On est une plateforme de recrutement. On existe depuis 10 ans. Historiquement, on est des recruteurs. On est fondé sur la conviction que l'emploi, c'est vecteur de dignité et d'inclusion sociale. Donc, on se lève tous les matins pour aller parler à des gens qui cherchent à changer de travail, des gens qui n'ont pas d'emploi, pour leur trouver un boulot. Ça fait 10 ans qu'on a été créé avec une forte composante technologique aussi, puisque on a été nativement conçu comme différenciant parce qu'on automatisait nos propres processus, ce qui nous permettait d'être plus efficients dans le recrutement, même avant l'IA. Et il y a 3 ans, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, c'est que le jour où ChatGPT est sorti, on s'est autodisrupté un petit peu comme tu disais Jean-Baptiste, et on a créé un produit qui a complètement transformé notre marché. Et c'est sur celui-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Peut-être sur le premier point d'apprentissage que je vous ai partagé, hein, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi dans l'IA? Le premier point, c'est comment ça s'est fait et comment est-ce qu'on a choisi notre cas d'usage. Ce qui a tout changé, c'est un meeting clé où ChatGPT sort, le leadership le découvre, donc notre CEO le découvre. Et là, on se dit, mince, on a une technologie complètement disruptive qui va changer notre métier. Qu'est-ce qu'on en fait? Et on s'est dit, est-ce qu'on le met dans les mains de nos équipes du marketing pour que nos offres d'emploi soient générées par IA? Est-ce qu'on fait un support généré par IA? Et la bonne décision qui nous a permis de réussir, ça a été de dire non à tout ça. Et ça a été de répondre à la question, si jamais il y a 2 ingénieurs aujourd'hui qui lancent une startup dans leur garage avec du no-code, j'ai vu qu'il y avait une question sur du N8N, et de l'IA avec du chat GPT, et qui voulaient transformer le secteur du recrutement, qu'est-ce qu'ils feraient? En fait, ce qu'ils feraient, c'est qu'ils ne feraient pas une app pour avoir de meilleures offres en ligne pour les équipes marketing, ils ne feraient pas du support en premier. Non, ils adresseraient notre point de douleur principal dans le recrutement, qui est le métier du recruteur. Et quand tu interroges le recruteur et que tu lui dis c'est quoi ton principal point de douleur, ce qu'il te répond, c'est que pour mettre une personne en poste, donc pour faire un recrutement, il est obligé d'appeler 50 personnes. Et donc, il perd du temps à trouver la bonne personne. Donc, le recrutement prend du temps et du coup, on perd en compétitivité. Donc, ça a été ça, notre point de départ dans l'IA. Donc, ça, c'était en 2023, si je remonte un petit peu. Et on a décidé à ce moment-là de créer une technologie pour nous. Quelle a été cette technologie? Donc, on a créé un agent conversationnel dont les messages sont entièrement générés par IA, qui va aller discuter entièrement avec nos candidats. Donc ça, si on se projette en 2023, c'est assez fou, hein. C'est-à-dire, on dit, notre matière première à nous recruteurs, c'est les candidats. On ne peut pas se permettre de perdre un candidat parce que la technologie, elle ne marche pas ou elle marche mal. Tiens, on va mettre de l'IA précisément ici. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a sorti donc, un agent conversationnel qui va aller discuter avec ces 50 candidats que le recruteur aurait appelés et qui va finalement aller valider les prérequis du poste. Donc, tu postules pour un poste de boulanger dans telle ville. On va aller te demander, tiens, est-ce que tu es sûr que tu es bien OK pour le poste de boulanger? Est-ce que tu peux te déplacer dans cette ville tous les matins à 6 h du matin? Est-ce que le salaire te convient? Est-ce que tu as les bonnes compétences? Ce qui fait qu'à la fin, on va présenter au recruteur les 50 candidats qu'il aurait appelés, mais on va lui présenter avec des informations complémentaires. C'est le petit écran que vous voyez à droite derrière l'ordinateur, c'est-à-dire on va lui présenter un score de matching qui permet finalement d'aider le recruteur à prioriser ses appels.
Et ensuite, on va lui présenter l'intégralité de la conversation qu'il y a eu entre le candidat et l'IA pour que le recruteur il puisse finalement prioriser ses appels. Et ça, ce qui est grandiose, c'est que du côté du candidat, on passe d'une situation où la situation classique, je postule, je n'ai pas d'informations et sous 3 semaines, je reçois un mail de refus parce que en fait, le recruteur n'a pas considéré ma candidature parce que de son côté, il en reçoit beaucoup trop et qu'il passe son temps à faire des appels qui ne fonctionnent pas, à un système où le candidat, dès le début, discute avec un système qui répond à ses questions de manière efficiente, fluide et hyper réactive, puisque les réponses sont instantanées. C'est comme si vous discutiez finalement avec un opérateur humain. Et du côté du recruteur, le point qu'on adresse, c'est que du coup, le recruteur, il appelle les deux personnes et il sait qu'il peut faire les mises en poste. Et pour les autres, soit le candidat finalement s'est auto-rejeté, soit il comprend pourquoi est-ce que sa candidature, elle n'a pas été prise, puisque l'IA le lui dit. Donc, on a sorti ça en 2023. Nous, ça a été un vecteur fondamental de compétitivité pour nous, puisque quand on multiplie par 25 la productivité du recruteur, du coup, le recrutement, il est beaucoup plus rapide, de meilleure qualité. Et surtout, on a une belle image de marque auprès de nos candidats parce qu'on leur répond directement. Et on le voit, nous, on a une bonne satisfaction du côté du candidat. Le deuxième point, peut-être de ce qui nous a fait réussir sur ce cas d'usage-là, quand on l'a appliqué pour nous, c'est le choix du cas d'usage et comment on positionne l'IA par rapport à l'humain. On aurait pu choisir, par exemple, de digitaliser l'intégralité de nos entretiens. Aujourd'hui, vous avez des IA sur le marché qui sont capables d'interagir par vidéo, par exemple. Vous parlez directement à une IA. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix d'avoir une IA pour le recruteur. Et ça va jusque dans nos bases de données. Si je schématise, quand l'agent conversationnel s'exprime, donc quand l'IA s'exprime avec le candidat, elle s'exprime comme l'agent virtuel du recruteur Anaïs. Et elle s'exprime au nom d'Anaïs. Ce qui fait que si l'IA ne peut pas gérer une question, si le candidat demande à parler à un humain, on a derrière une notion de responsabilisation humaine et on a le recruteur qui prend le relais. Et le fait d'avoir positionné l'IA comme au service du recruteur et qui agit au nom du recruteur, ça nous a beaucoup aidé à réussir parce que ça a permis d'assurer une qualité du service et on ne peut pas se permettre de passer à côté d'un candidat qui a des problèmes éthiques, qui nous partage sa propre singularité. Il faut qu'on traite tous les candidats dans leur histoire, avec leur singularité. Ça, c'est le deuxième point, je pense, qui nous a permis de réussir. Si je poursuis, donc ça, c'est le deuxième apprentissage, c'est en quoi le fait d'être recruteur nous a aidé à faire une solution efficiente. Nous, il nous a fallu, avec ChatGPT, il nous a fallu 1 semaine pour faire un test. Bon, c'était un test très, très basique avec, à base de no-code pour ceux qui connaissent cet univers-là, un ChatGPT, une base de données sur Excel, Google Sheet. Il nous a fallu 2 mois pour mettre en prod une proof of concept. Et il nous a fallu 2 ans pour avoir quelque chose d'éthique, de responsable et qui assure la qualité de service auprès de nos candidats. Là, je vous ai mis des exemples de toutes les choses qui peuvent mal se passer quand on met une IA qui parle à un candidat. Le jour où on s'est lancé en production, on peut avoir des inventions. Donc, le candidat, il nous partage son histoire. Donc, nous, on avait des candidats qui nous disaient, tiens, j'arrive le jour de l'entretien, je suis devant le poste de sécurité, est-ce que tu peux m'aider à passer ? Et l'IA, du coup, ça sortait de son contexte d'entraînement, elle répondait n'importe quoi. Donc, on a des IA qui disaient, oui, tu peux passer l'entretien au 2e étage, alors que c'était complètement faux. On a des inventions de prérequis. Quand on recrutait pour un poste de livreur à vélo, l'IA inventait le fait qu'il fallait avoir un vélo, alors que ce n'était pas du tout un des prérequis obligatoires pour que le candidat puisse parler à un recruteur. On a des questions incomplètes, on a des répétitions. L'IA, elle posait plusieurs fois. Est-ce que tu es bien OK pour te rendre sur ce lieu de travail ? Parce qu'elle n'arrivait pas à interpréter la réponse du candidat. Bref, en fait, on avait plein de choses qui se passent mal et ça, on peut le savoir que quand on passe en production. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un univers où discuter avec des candidats, c'est échanger avec des trajectoires de vie. Chaque candidat a sa propre histoire. Et du coup, il nous a fallu un entraînement où pendant 2 ans, on a éprouvé notre agent conversationnel pour très vite pouvoir apprendre, itérer et avoir un bon comportement. Alors au début, l'agent, il couvrait 60% des conversations et le recruteur 40%. Et aujourd'hui, on est à plus de 99% de conversations qui sont entièrement menées par notre IA et 1% par les recruteurs. Donc ça, le deuxième message, c'est si vous choisissez de l'IA sur votre cœur de métier
et sur lequel vous avez une vraie expertise métier à apporter, vous construisez un vrai avantage compétitif, malgré le fait que c'est de plus en plus facile de faire de l'IA. Et nous, on l'a clairement vu dans le positionnement de nos technologies. C'est ce qui nous a notamment permis d'avoir la certification ISO 42001. La ISO 42001, qu'est-ce que c'est? Ça certifie une IA de confiance, donc qui est à la fois éthique, qui est transparente sur le fait que c'est une IA, qui est responsable, c'est-à-dire qu'elle agit au nom d'un humain et elle ne met pas en péril finalement l'expérience du candidat, malgré le fait qu'on a un processus qui se base sur une IA, en partie, avant que le candidat voie le recruteur. Et ça nous a vraiment aidé d'éprouver cette technologie pour nous-mêmes. Si je poursuis, et il me reste 2 pages. Si je poursuis, donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? On a fait un choix assez radical, c'est-à-dire on s'est rendu compte, après plusieurs années sur lesquelles on a éprouvé la technologie pour nous, on s'est rendu compte qu'on avait créé un vrai élément différenciant, c'est-à-dire qu'on permettait à des recruteurs de retrouver le plaisir de recruter. C'est-à-dire plutôt d'appeler 50 personnes et de se prendre des refus sur 48 pour des raisons qui auraient pu être évidentes. Là, le recruteur, il passe plus de temps, finalement, dans les échanges téléphoniques qu'il a avec des candidats. Donc aujourd'hui, un recruteur chez GoJob passe plus de temps à faire vraiment du recrutement quand il travaille avec l'IA qu'avant. Donc on s'est dit, on tient vraiment quelque chose et on a décidé de diffuser cette technologie auprès d'autres acteurs. C'est là où on a créé GoJob Talent. Donc GoJob Talent permet finalement d'exporter notre technologie de matching d'agents conversationnels spécialisés dans le recrutement pour d'autres acteurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir de travailler avec beaucoup d'institutions publiques. L'armée de l'air ici, l'armée de l'air et de l'espace en est un exemple. Donc aujourd'hui, on couvre tous les recrutements, par exemple, en France, de l'armée de l'air et de l'espace. Et on travaille aussi pour d'autres institutions publiques et des acteurs du CAC 40 avec le même objectif, c'est celui de changer le métier du recruteur par l'IA. Je terminerai peut-être par une slide. Alors désolé, il y a ma tête dessus, mais ça me paraît assez important. Ce qui nous caractérise, ce qui nous a permis de réussir dans les déploiements de nos technologies pour d'autres acteurs, c'est le fait qu'au-delà d'investir dans une technologie qui marchait, on a investi pendant plusieurs années dans une technologie qui était éthique et responsable. Si ça vous intéresse, c'est la petite photo ici, je crois qu'on pourra mettre le lien, j'en ai fait un TEDx. Ce qui caractérise vraiment notre choix, c'est qu'on a fait le choix de positionner l'IA au service du recruteur et cadré pour le recruteur et par le recruteur. Dans les exemples que je peux donner en plus, nous, sur les millions de conversations qu'on a chaque jour, on a des conversations qui peuvent se passer où, par exemple, si tu veux travailler dans la logistique, il faut pouvoir porter des charges lourdes. Donc, un des prérequis du poste, c'est est-ce que tu es OK pour porter les charges lourdes? Bon, ben ça, dans 99% des cas, le candidat il dit oui ou non et l'IA elle fait le travail. Mais tu as 1% des cas dans lesquels le candidat il va dire moi je suis une femme, est-ce que c'est OK? On a eu littéralement cette question. Moi je suis travailleur handicapé, est-ce que c'est OK? Et là, il faut faire super gaffe à ce que l'IA répond. Donc dans ce cas-là, par exemple, on veut être sûr que l'IA ne change pas le processus de recrutement parce qu'on ne veut pas introduire de biais. Par contre, on veut avoir un humain derrière qui lit la conversation et qui dit oui, là, l'IA, elle a bien répondu. Et donc là, on a créé tout un produit qu'on a appelé GoJob Talent Care, qui permet finalement de superviser l'IA dans son fonctionnement pour être sûr de ne pas avoir ce genre de biais-là. Dans les autres exemples, on a eu 12 cas, et ça a dû monter, maintenant on doit être à 20 ou 25, parce que ça augmente chaque mois, de candidats qui disent « j'ai un proche qui est décédé ». Alors, ils parlent à l'IA dans leur cadre de leur processus de recrutement, et ils disent tiens, j'ai ma mère, mon beau-père qui est décédé, qui partagent vraiment leur tristesse. Et au début, notre IA, elle répondait avec des sentiments humains. Elle leur disait toutes mes condoléances. Ça, par exemple, c'est des choses qu'on ne veut pas dans notre métier. Parce qu'on ne veut pas que l'IA exprime un sentiment humain. Donc, dans ces cas-là, on veut qu'il y ait un humain qui relise la conversation et qui prenne le relais pour exprimer de l'empathie. C'est des exemples, mais c'est pour dire j'ai la conviction que les gagnants de demain seront ceux qui ne font pas forcément les meilleurs choix économiques, mais qui font aussi, qui se posent la question de quel monde on veut construire pour demain. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup caractérisé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller scanner. D'ailleurs, il y a le QR code. Allez scanner le QR code pour aller en apprendre plus sur comment est-ce qu'on a vraiment transposé ça dans notre métier, qui est celui du recrutement. Je crois que j'ai fini. J'ai répondu aux 3 questions que je voulais vous partager. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Merci beaucoup Thibaut. Je vois 2 questions en particulier pour GoJob et après on pourra prendre les questions de manière plus générale, sauf s'il y en a d'autres qui émergent entre-temps.
Question de Sandy sur l'analyse du CV. Est-ce que ça reste à la main du recruteur quand même? Comment vous gérez ça entre IA et humain, on va dire? Alors, nous, ce qu'on fait, en effet, c'est que j'ai insisté sur la partie conversationnelle, mais en effet, dans le processus de candidature, notre IA, elle va aussi prendre le CV, l'analyser et en faire tout un score de matching, là aussi avec des dimensions très proches de celles de ce qu'attend un recruteur. Donc, on vient scorer l'expérience, les compétences du candidat, etc. Donc, l'IA, elle fait ça. Elle fait ça pour le recruteur. C'est-à-dire de la même manière qu'on met à disposition la conversation et les candidats qui ont passé les étapes de la conversation avec l'IA, on met aussi en place tous les résultats de ce qu'on a appris au-delà de la conversation, de l'analyse du CV. Donc, c'est bien quelque chose qu'on fait aussi pour le recruteur. Très bien, merci. Et une autre question de Cyril, il me semble. Pourquoi avoir fait le choix de l'intérim? C'est une excellente question. Donc, nous, quand on a été créé il y a 10 ans, on a essayé plusieurs choses. On a essayé du CDI, du CDD, de l'intérim. Ce qui marche bien avec l'intérim, c'est deux choses. Le premier, c'est que quand on est intérimaire, on continue de cotiser. Donc, on garde notre protection. Souvenez-vous, j'ai dit, on est animé d'une mission, c'est que l'emploi, c'est vecteur de dignité et d'inclusion sociale. Mais pour avoir cette dignité, garder les protections par rapport, par exemple, à du freelance ou d'autres types de contrats nous paraissait indispensable. Le deuxième point de l'intérim, qui est caractéristique de ce secteur-là, c'est que dans l'intérim, il y a une grande rotation. Donc, c'est là où savoir faire un matching entre l'offre et la demande, donc la technologie peut apporter beaucoup. Néanmoins, et point très important, l'intérim, ça a été notre cœur de métier au début. Aujourd'hui, quand on parle de ce qu'on fait pour d'autres acteurs publics, du CAC 40 ou même de l'armée de l'air et de l'espace, on recrute tout type de profil. Le premier recrutement qu'on a fait, quand on a exporté notre technologie, c'était un ingénieur nucléaire. Donc l'intérim, c'était finalement notre point de départ pour éprouver la technologie. Aujourd'hui, notre technologie de matching et d'agent conversationnel, elle couvre tout type de poste. Ce qui va changer pour un ingénieur nucléaire, c'est peut-être qu'il va falloir avoir un test technique un peu plus poussé à la fin, qu'aujourd'hui notre IA ne couvre pas, donc une expertise humaine plus poussée, mais notre IA, elle couvre bien l'intégralité des types de recrutement qu'on peut faire. Trop bien, merci. Il y a une question aussi de Yannis spécifiquement pour GoJob. Comment avez-vous réalisé l'entraînement du modèle? Par quelle méthode et sur la base de quelles données? Et les modèles que vous utilisez sont-ils souverains? Alors, c'est une excellente question. Donc, nous, on est multi-modèle. Donc, on fait du Mistral. Et je tiens beaucoup à Mistral. C'est une société sur laquelle on est très, très proche. Et on a démarré avec eux. Donc, notre star français de l'IA. On ne fait pas que du Mistral. On fait aussi du ChatGPT, par exemple. On fait aussi du Google. Et tous les modèles auxquels on fait appel, nous, on passe par deux leviers qui permettent d'accroître les enjeux de souveraineté auxquels on est sensible. Le premier, c'est qu'on n'appelle jamais les modèles en direct. On n'appelle jamais l'API de ChatGPT en direct. On passe par l'environnement de Microsoft Azure qui est hébergé en Europe de l'Ouest. Et le deuxième, c'est que sur la partie infrastructure, il y a des nouvelles infrastructures qui sont pilotées, non pas par des acteurs américains, mais par des acteurs français. C'est le cas de Sense, pour ceux qui connaissent. Et on se base sur ça aussi pour porter notre infrastructure, donc sur des opérateurs français. Et sur l'entraînement, mais c'est là où nous, en fait, on enregistrait tous nos entretiens des recruteurs pendant des années. Et nous, aujourd'hui, une fois que l'IA, elle converse, l'opérationnel qui relie la conversation, il peut dire là où l'IA, elle s'est trompée. Alors, ça peut être dans le message, ça peut être dans l'évaluation de la compréhension d'une réponse. Pour donner un exemple très précis, est-ce que tu es disposé à te rendre sur ton lieu de travail et est-ce que tu as le permis de conduire pour ça? Ben ça, l'IA, on peut croire que c'est simple de comprendre la réponse, mais si un candidat il dit « je suis en train de le passer », est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu refuses? Comment tu fais cette évaluation-là? Donc, c'est l'ensemble de ces dimensions-là qui, aujourd'hui, sont annotées par des opérationnels chez nous, par des recruteurs, et qui viennent créer un cercle vertueux dans l'entraînement de notre IA. Ok, super, merci. Je vois la question d'Olivier qui revient sur une question qui avait été posée aussi au moment de ta présentation, Jean-Baptiste, sur la confidentialité des données. Comment vous gérez ça un peu chacun de votre côté chez GoJob et MWM? Si tu veux, vas-y, Thibaut, vas-y. Je fais très rapidement, je te laisserai la main. Nous, on choisit les données qu'on ingère dans les modèles. C'est-à-dire, on a un algorithme en premier qui va venir parser le CV, donc qui va venir extraire toutes les données du CV. Par exemple, le prénom, le nom, ce n'est pas des informations qu'on donne au modèle. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas utiles à notre matching.
Nous, ce qui est utile, c'est les différentes expériences, c'est les compétences qui sont sous-jacentes. Donc déjà, on a un premier niveau qui est, on vient sélectionner et anonymiser les données qu'on envoie à nos modèles. Et ça c'est la clé de comment est-ce qu'on assure la confidentialité. Et aussi, il y a une autre dimension qui est clé, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'il faut dire au candidat en amont qu'il va avoir ce processus et ce traitement-là de données. De notre côté, nous, il n'y a pas eu de révolution, puisqu'effectivement, in fine, on fait le même métier qu'avant, mais c'est juste qu'on a intégré des boucles d'IA dans l'infrastructure. Juste avant de répondre à la question, moi, j'ai répondu dans le chat aux questions qui avaient été posées. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, j'ai mis quelques petites réponses non IA qui ont été faites par moi. Donc, voilà. Ça sera peut-être moins détaillé que ce que GPT aurait pu répondre, mais voilà. Ouais, par rapport à la confidentialité des données, en fait, ça dépend de quoi on parle, mais globalement, en fait, nous, dans notre cas, on est quand même sur des usages assez grand public. Donc, effectivement, quand un user va aller demander de faire un coloriage d'une baleine sur l'océan, vous voyez, c'est pas une donnée très sensible. Voilà, sur la partie effectivement santé, par exemple, on a des applications Health and Fitness. Là, il peut y avoir des notions de santé, mais en fait, on va dire les écosystèmes sont assez bien faits. Nous, aujourd'hui, dans nos applications, on a intégré Apple Health, qui est en fait une API Apple qui, elle, garantit la sécurité des données de santé des utilisateurs. Ce n'est pas nous, en fait. Donc, nous, on exécute les applications sur les téléphones, on accède à des API qui sont sécurisées. Apple Health, c'est une application, on va dire, c'est une API très sécurisée d'Apple, très sensible, parce que des données de santé. Donc, en fait, on est couvert, entre guillemets, en tant que développeur, parce que nous, on est une app mobile, on n'est pas un site web. Donc, par effectivement ça. Et après, sur la partie LLM, aujourd'hui, si vous êtes chez Google, par exemple, quand vous interrogez l'API Google, vous êtes dans l'environnement Google Entreprise, et aujourd'hui, les données que vous envoyez à Google ne sont pas contractuellement utilisées pour des trainings des modèles. Donc, alors après, moi, je ne peux pas vous dire si derrière c'est appliqué, sauf que ça, c'est surveillé par l'intégrité des commissions de la planète. Donc, globalement, moi, j'y crois. Et aujourd'hui, les données via vos contrats, parce que une fois que vos données sont hébergées chez Google, bon, si vous croyez que Google a accès, alors que c'est hébergé chez eux, ça veut dire que quand ils vous disent effectivement que les données que vous envoyez au LLM ne sont pas utilisées, c'est exactement la même chose. En fait, donc aujourd'hui, c'est plutôt le partenaire qui vous travaillez, est-ce que vous lui faites confiance ou pas. Et voilà, mais donc globalement, faut juste bien regarder avec qui vous travaillez. Et voilà, quand on est sur du Azure, du AWS Amazon, du OVH ou tout ce que vous voulez, pour citer un français, globalement, c'est quand même extrêmement sécurisé. Voilà. Après, le problème, c'est justement si un utilisateur, vous avez un petit nouveau d'une école et puis qui va commencer à ouvrir des failles de sécurité partout sur vos bases grâce en fait au code du LLM qu'il n'a justement pas et là à ce moment-là vos données sont ou le bug le plus simple à voir, c'est quand un développeur ou un de vos team members va envoyer votre clé d'accès en clair sur Internet. Donc, en gros, on va vous demander, vous savez, le token d'accès à l'API. En fait, c'est en fait typiquement votre carte bleue. En fait, donc, quand vous travaillez avec des API, on vous demande de mettre votre carte bleue, puis on va vous donner ce qu'on appelle une clé. Bon, cette clé-là, on en a besoin pour faire des calls. Ça, c'est un des premiers, on va dire, failles. En fait, les gens vont envoyer ça en clair via des calls. Donc, ce que disait un utilisateur, un spectateur tout à l'heure. Et en fait, typiquement, nous, ça nous est déjà arrivé. Et puis là, vous avez 200 000 euros qui sortent des comptes en banque. Je vous dis, c'est bizarre. Parce qu'il y a un gars qui a récupéré la clé et après, il l'utilise pour justement brûler des tokens pour son service qui vend à ses clients et où lui, il ne paye pas. Typiquement, sur la sécurité, je pense qu'il y a plein de choses. Mais pour moi, ça vient plus du fait que l'IA ouvre des failles de sécurité et donc des problèmes de privacy et de fuite de données. Et aujourd'hui, que ce soit des fuites de données sur de la donnée propriétaire ou des fuites de données sur juste carrément votre carte bleue, voilà, et c'est tous les jours. Tous les jours. Et donc, il faut faire très, très attention. Voilà. Ce n'est pas juste la sécurité des données utilisateurs ou autres, c'est aussi la sécurité en fait, effectivement, de votre code pour ne pas avoir des fuites de données ou même d'euros. Ça peut arriver sur les serveurs.
Merci Jean-Baptiste et Thibaut pour vos réponses. On arrive bientôt à la fin, mais peut-être une question intéressante à laquelle tu as déjà répondu par écrit, Jean-Baptiste, mais je me dis que ça peut être intéressant de la traiter à l'oral, on va dire. Est-ce qu'il y a une fatigue ressentie au niveau des équipes du fait de l'intégration de l'IA, du fait de context switching, l'augmentation de l'intensité de travail, pardon, ou est-ce que justement ça ressemble vers des tâches plus valorisantes? Enfin, qu'est-ce que vous observez, vous, au niveau de vos équipes dans l'intégration de l'IA en interne? Alors, moi j'ai répondu en disant effectivement qu'il n'y a pas vraiment de problème. Enfin, pour arriver à la limite du contexte, c'est 1 million de tokens, c'est énorme. Donc, le nombre de tokens, c'est le nombre de choses que vous avez le droit de, enfin, que le modèle va avoir en tête. 1 million de tokens, c'est des romans entiers de texte, de code, donc c'est gigantesque. Et ce qui se passe, c'est quand vous arrivez à la fin de la fenêtre de contexte, il va les résumer. Et donc, du coup, il va garder un résumé de votre livre et il va continuer à en écrire des dizaines. Donc, ça veut dire que pour arriver à créer effectivement une fatigue ou, on va dire, des hallucinations, etc., honnêtement, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune tâche complexe qui va, on va dire, enfin, c'est soit il y arrive, soit il n'y arrive pas, mais ce n'est pas le contexte qui va. Ça voudrait dire qu'on fait une tâche très longue qui remplit le contexte et qu'au bout d'un moment, ça va commencer à halluciner. Donc, je disais à la marge, oui, c'est toujours possible, mais on va dire, c'est quand même au quotidien, nous, les développeurs travaillent sur des base codes qui font des centaines de milliers de lignes. Il n'y a pas de problème, en fait, sur des centaines de milliers. Donc, en fait, c'est plus pour moi des problématiques de complexité, on va dire, de code, où même avec le contexte, en fait, le LLM, il n'a pas forcément la connaissance, parce que son training n'est pas forcément, on va dire, assez développé pour aller résoudre votre problème. Mais souvent, le contexte, en fait, il y a plein d'outils et de manières de pallier à ce genre de problématiques. Mais les tâches complexes, ça ne sera pas vraiment le contexte qui va casser en premier, ça sera plutôt la compétence du LLM qui va poser problème. Si je peux compléter, j'ai le sentiment que la question, elle est beaucoup sur la fatigue humaine, aussi et c'est vrai, il y a un vrai risque du développeur qui travaille, ou même du product builder, comme on les appelle, qui travaille, qui a son IA qui tourne, ou ses 10 agents IA qui tournent en parallèle, et qui doit faire du context switching. Nous, c'est un vrai risque. La partie humaine et en quoi ça change le métier du développeur ou de celui qui conçoit ces applications-là. Il y a plusieurs choses. Nous, on insiste beaucoup aussi à avoir un rythme de vie sain, à déconnecter le soir, à faire du sport, parce que, et à maintenir des activités créatives. Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on est continuellement en train de parler à une IA sur différents contextes, en fait, il y a un risque il y a un risque d'IA fatigue, oui. Et ça compense par avoir plus d'humain, savoir déconnecter et on favorise beaucoup la créativité maintenant dans nos recrutements parce qu'on est convaincu que c'est le fait de savoir déconnecter, d'être créatif dans ses actions personnelles et professionnelles qui fait qu'on arrivera à sortir de cette IA fatigue qu'on peut observer aussi dans un environnement où le développeur, il parle à 10 IA qui travaillent pour lui. Alors, du coup, moi, j'ai répondu sur la partie technique, mais en fait, la question était plus portée sur le contexte switching pour l'humain. C'est ça la question? J'ai le sentiment. Ah, bah écoute, j'ai complètement répondu à côté. Tu vois, je suis un vrai humain, moi. C'est bien, on peut se tromper. Voilà, non. Donc, moi, je suis parti direct sur le contexte de Claude ou de voilà. Alors, donc, si je dois répondre à la question, effectivement, merci pour la piste, Thibaut. En fait, clairement, quand vous êtes sur 10 projets en parallèle, puisque grâce à ça, vous avez plein d'onglets ouverts et vous allez être sur tout ça en parallèle, globalement, bah oui, vous allez fatiguer. Mais ce que je veux dire, c'est que vous gagnez tellement de temps. Se faire un rapport, lire un rapport de 400 pages pour aller faire un résumé de 2 pages, bah, ça va vous prendre une journée. Lui, il va le faire en 2 minutes. Donc, vous faites vos tâches en parallèle. Dans tous les cas, vous avez gagné à la fin. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous, les développeurs, en fait, c'est la révolution. Ça veut dire qu'ils managent des agents développeurs. Ils pondent en fait, ils ont changé de métier. C'est-à-dire que maintenant, ils lisent du code, ils vont manager des développeurs. C'est plus tout la même chose. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, ils vivent leur meilleure vie. Hein. Enfin, et puis, ils apprennent énormément de choses parce que du coup, vous pouvez passer plus de temps pour faire des recherches. C'est en fait, oui. Voilà. Moi, en tout cas, mes développeurs, ça les a complètement transcendés. Ils changent de vie et quand ils rentrent chez eux, ils codent le soir. Hein. Enfin, je devrais peut-être pas dire ça ici, mais
mais parce qu'ils sont passionnés. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, malheureusement, oui, quand vous mettez le doigt dedans, que vous comprenez comment ça marche et vous comprenez que tout est possible et qu'il n'y a plus aucune limite, je vous garantis que vous n'êtes pas fatigué. Hein. Et donc, en fait, oui, ça, parce qu'en fait, c'est juste ce que vous mettiez 1 an à faire, vous le faites en 2 jours. C'est juste extraordinaire. Donc, eux, ils sont plutôt dans une sorte d'ébullition totale où ils sont capables de faire de la R&D, du back-end, du front-end, ils peuvent tout faire. Et alors qu'avant, ils faisaient un métier, un job, une technologie, un langage, et ça pendant 10 ans. Vous imaginez l'ennui? Là, ils font tout. C'est une révolution. Donc, en fait, moi, je nuancerais quand même un peu. Hein. Aujourd'hui, moi, les équipes sont moins stressées par le temps parce qu'effectivement, ça va tellement vite. Mais par contre, oui, ils y passent beaucoup plus de temps qu'avant. Enfin, c'est permanent en fait. Voilà. Donc après, effectivement, nous, on est une boîte de développement, donc on a des ingénieurs qui sont passionnés en plus par ce qu'ils font. C'est des experts. Globalement, ils sont quand même très bons, les ingénieurs qu'on a chez MWM. Et donc, forcément, c'est des passionnés, quoi. Donc, on ne peut pas empêcher les passionnés de bosser sur 15 projets en même temps. Voilà. Et donc, non, le risque, c'est juste, effectivement, il faut pas s'éparpiller. Et au bout d'un moment, il faut rester focus. Il y a un projet à donner, on se focus dessus, on le prend, on le tombe. Et ça, après, c'est juste des règles d'organisation et puis de management ou de process. Hein. C'est pas... Voilà. Pour ma réponse. Super, merci beaucoup. Enfin, je vois qu'on a un peu dépassé en termes de temps. J'espère que c'est OK pour vous deux et pour les personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup encore pour votre participation. C'était hyper éclairant, très positif aussi, surtout sur les derniers messages. Un grand merci pour tout. Et encore une fois, je l'ai mis dans le chat, mais le replay sera disponible sur le compte YouTube de la DGE dans la playlist French Tech. N'hésitez pas à y jeter un œil. Merci Thibaut, merci Jean-Baptiste. Et Carla, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu veux que je fasse un code de réduction French Tech pour aujourd'hui sur la plateforme? Écoute, si ça te tente, avec grand plaisir. Alors, tu veux l'appeler comment? Je sais, comme tu veux. Bon, on va l'appeler French Tech 120. On met ça, Parfait. French Tech 120. Je le dis comme ça, les gens qui regarderont, ils pourront le faire. Donc là, je vais aller le mettre en prod. French Tech 120 en minuscule. Et comme ça, d'ici quelques minutes, ça sera disponible pour les gens qui regarderont, qui voudront essayer. On va voir ce qu'on peut produire en termes de promotion. Super. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Allez, Merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt.